Bonjour, eh bien, je vais vous parler, comme c'est écrit, des décors de l'Institut océanographique avec un face-à-face entre Ernst Haeckel et le prince Albert Ier de Monaco. Vous m'entendez? Je crois que c'est bon. C'est bon? Merci. Donc, je ne vais pas vous reparler de Haeckel, parce que vous en avez entendu longuement, vous savez qui il est maintenant. Je vais plutôt insister sur cette fameuse notion d'art et science que nous avons déjà développé au musée d'Orsay, vous l'avez rappelé, qui est un thème qui revient, qui démarre beaucoup avec l'Art Nouveau, qui est un thème qui a été entièrement développé depuis plus d'un siècle. C'est cette notion-là qu'il faut bien garder, parce que c'est très important de voir à quel point l'art est tributaire de la nature et à quel point aussi les naturalistes peuvent interpréter la nature. C'était d'ailleurs le sens de l'exposition du musée d'Orsay, c'est-à-dire montrer l'évolution à partir des œuvres des artistes. Alors je prendrai deux exemples pour vous montrer à quel point l'œil du naturaliste peut changer l'interprétation d'un tableau ou d'une œuvre d'art. Mais avant, je vais vous présenter surtout le prince Albert, parce que je crois que vous connaissez bien Haeckel maintenant. Donc je vais vous présenter le prince Albert. Voilà le prince Albert Ier de Monaco, c'est le trisaïeul du prince actuel. Et il a cette particularité d'avoir été tout de suite très intéressé par le monde de la mer. Vous le voyez ici dans son habit d'académicien qui vous donne sa notoriété scientifique, c'est-à-dire qu'il est vraiment inclus dans la partie scientifique de cette époque, et il se spécialise dans l'histoire, dans la découverte des animaux marins. Alors il commence à faire des expéditions scientifiques à partir de 1885, et il va récupérer énormément d'animaux qu'il va montrer lors des grandes expositions dont vous avez vu les ouvertures déjà, en 1889 et en 1900, et devant l'engouement du public, il pense qu'il faut installer définitivement une collection permanente pour le public. Ce sera son musée océanographique à Monaco que vous voyez ici, absolument sublime, surplombant la mer, et c'est un monument qu'on voit une fois et qu'on n'oublie jamais. C'est dans ce musée qu'il va exposer ses collections. En revanche, à Paris, il va créer son institut océanographique qui s'appelle maintenant la Maison des Océans, rue Saint-Jacques. C'est pas n'importe où, c'est dans l'axe prestigieux de la Sorbonne et du Collège de France. Donc il met cet enseignement de l'océanographie au niveau de ce qu'on enseigne au Collège de France et à la Sorbonne. C'est pour bien vous montrer à quel point il insiste sur sa notion d'enseignement. Qu'est-ce que c'est? C'est la diffusion vers le grand public, vers les étudiants, pour les inciter à se mobiliser en faveur de l'étude de l'océan. Et dans ces deux bâtiments, il va choisir les décors qui sont extraits des planches des fameuses formes artistiques de la nature que vous avez vues. Alors ici, vous avez Ernst Haeckel, entouré des deux personnages importants dans l'expédition du navire anglais, le Challenger. Vous savez que c'est le Challenger qui fait le tour du monde, et c'est à partir de cette expédition du Challenger qu'on fait le point zéro sur l'étude de l'océanographie. Donc ici au milieu Haeckel, et de chaque côté, attendez, normalement j'ai une flèche, il faut que je m'en serve, voilà, je trouve. Ici c'est John Murray, qui est le grand spécialiste de la publication des résultats du Challenger, et ici c'est John Buchanan, qui est un physicien et un chimiste de l'expédition du Challenger, et qui participera à certaines campagne du prince Albert Ier. Donc ici, ils sont devant le musée océanographique, le début de la construction, on est en 1903, et ils sont juste au moment de la construction du musée.
Ces trois personnages vont être au comité de perfectionnement. Ça vous donne le lien entre Haeckel et le prince Albert. Et Haeckel va être l'invité d'honneur lors de l'inauguration de ce fameux musée océanographique en 1910. Le prince lui écrit « Votre présence sera la caution scientifique de mes travaux ». Donc c'est pour vous mettre le lien entre Haeckel et le prince et surtout l'admiration du prince pour les travaux de Haeckel. Donc je vous ai dit que j'allais vous prendre deux exemples pour vous montrer l'œil du naturaliste sur une œuvre d'art. Eh bien voilà, la première que j'ai choisie, c'est cette magnifique mosaïque de Sousse, c'est-à-dire en Tunisie, au sud de la Tunisie, que les historiens interprètent comme étant la pêche miraculeuse à cause du nombre de poissons qui sont représentés ici. Ça correspond à l'époque chrétienne de la Tunisie. Et les naturalistes ont un autre regard, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à déterminer chacune des espèces et on en a retrouvé la description dans l'œuvre d'Aristote. Alors j'insiste parce que chacune des espèces sont des espèces comestibles, c'est-à-dire que la première représentation de la zoologie marine est gastronomique. Je trouve que c'est assez amusant. Donc on a retrouvé dans les descriptions d'Aristote et du coup on propose une autre explication en disant que ce sont les illustrations du grand livre des animaux d'Aristote. Et je crois que cette nouvelle définition permet d'assembler les deux, un texte et cette image, bien qu'ils aient 6 siècles de différence. Alors, à partir de cette image que le prince Albert a dû intégrer, du moins on suppose, parce qu'on ne sait pas vraiment les raisons du choix du prince, mais on sait que le prince a admiré ces mosaïques et c'est comme ça qu'il a eu cette idée pour reprendre cette notion de mosaïque et en faire cette grande mosaïque du premier étage du musée océanographique. Alors vous allez retrouver tous les animaux de Haeckel, mais cette image, cette mosaïque a aussi un sens caché comme dans la mosaïque de Sousse, c'est-à-dire qu'il faut l'interpréter avec des yeux d'océanographe. Qu'est-ce qu'on se posait comme question à l'époque de Haeckel? La première question, c'était l'origine de la vie, bien sûr, mais ça, on cherche toujours. Mais on sait quand même que l'origine de la vie pourrait être dans les océans. Donc c'est déjà le point qui montre à quel point les océans sont importants. La deuxième question, c'est y a-t-il des animaux dans les eaux profondes? Parce que à l'époque où Haeckel et à l'époque où le prince Albert ont commencé leurs travaux, on supposait que les abysses étaient sans vie, c'était la zone azoïque, c'est-à-dire sans animaux. Et le prince a fait de cette recherche des animaux abyssaux la grande question de toutes ses campagnes. Mais déjà en 1818, un scientifique, John Ross, avait trouvé l'animal qui se situe exactement au milieu, ici, qu'on appelle un gorgonocéphale, c'est-à-dire un animal à la tête de méduse, vous savez, avec ses serpents sur la tête. Hein. Donc le gorgonocéphale au milieu représente le premier animal marin qu'on a récupéré en dessous de 500 mètres. Il est là, au milieu du cercle des autres organismes. Et c'est très intéressant de voir à quel point le prince a disposé sa mosaïque. Le deuxième cercle, qui est là, et que... Ma flèche, on ne la voit pas? Ah bon? Alors c'est pas la peine que je l'utilise. Hein. Ah oui, il faut que je regarde là, ça ne sert à rien de regarder l'ordinateur. Ok, voilà. Alors ici, vous avez les étoiles de mer, qui sont des animaux que le prince récupère à 1000 mètres aussi, donc qui participent à cette habitation par la faune dans les eaux profondes. Et aussi les crabes qui sont là. Et vous constatez que ces animaux-là sont rouges. Donc ça aussi, c'est une des grandes découvertes du prince Albert. Les animaux qui vivent en profondeur sont rouges. Ensuite, le deuxième cercle est formé par des poissons
qui ont des organes lumineux tout le long des flancs de cette partie ventrale. Et là aussi, c'est une grande découverte, des animaux des abysses font de la lumière. C'est ce qu'on appelle la lumière froide, c'est la bioluminescence, les organismes font de la lumière. Ils font de la lumière à tel point que les radiolaires dont on vous a parlé tout à l'heure, beaucoup sont luminescents, et au moment de l'exposition de 1900, il y a eu le pavillon de l'électricité qui était illuminé par des animaux luminescents, des radiolaires et des diatomées qu'on changeait souvent évidemment, mais qui ont fait de l'électricité. Et alors pour la petite histoire, il y a un programme de recherche actuellement sur les énergies durables, et il y a un programme sur cette électricité froide qui est absolument extraordinaire et qui va peut-être changer les chandelles. Peut-être on se promènera avec un petit flacon qui fera de la lumière et on ira se promener comme ça. Bon, en tout cas, voilà les idées que nous avons. Et tous ces animaux qui sont représentés là sont les animaux que le prince Albert a découverts dans les eaux profondes. Donc, ensuite, vous avez sur le bord ici toute une série d'animaux. Il y a des algues et puis des polypiers qui sont là. Ça aussi, ce sont des représentations de Haeckel. Les polypiers qui sont là. Et finalement, si vous regardez, vous avez la répartition depuis le littoral jusqu'à la haute mer. Donc vous avez ici la répartition des animaux depuis le littoral jusqu'à la haute mer. Et dans le premier cercle, ici, vous avez des animaux que vous voyez qui sont bleus. Ce sont des porpites, vous les avez vus tout à l'heure en image dans la projection sur les planches de Haeckel. Ces porpites sont bleus. Donc on a ici, sur le premier cercle, une des grandes découvertes du prince. Les animaux de surface sont bleus, les animaux du fond sont rouges. C'est une grande loi qu'il a émise, qu'il a appelée la loi de l'homochromie, qui est en fait une loi de camouflage. Donc les animaux bleus en surface, ils ne se voient pas, les animaux rouges, on ne voit rien du tout, il n'y a plus de lumière, et c'est sa grande loi. Et donc vous avez ici la loi de la répartition des animaux et la répartition aussi des couleurs au milieu de l'océan. C'est donc dans cette grande mosaïque, le sens caché, c'est simplement le cours d'océanographie du prince Albert Ier. Donc je trouve ça, et vous voyez que quand même la couleur rouge domine au niveau de cette mosaïque. Alors le deuxième exemple que je vais prendre et que vous connaissez tous, hein, c'est l'allégorie de l'eau de Arciboldo. Alors elle fait partie de la série des éléments et des saisons, et elle est analysée comme étant une sorte de dérision de l'homme par rapport à la nature, et c'est un sens très philosophique. En revanche, les naturalistes ont bien sûr amusé à mettre un nom sur chaque bête. Donc on a mis un nom sur chaque bête, et on s'est aperçu qu'on avait tous les groupes zoologiques, depuis, alors ma flèche, voilà, depuis la méduse qui est ici, posée à l'envers, vous la voyez là, et on sait que c'est la méduse de Guillaume Rondelet qu'il a publiée quelques années avant le tableau, bien sûr. Hein. Elle est mise à l'envers, et Arciboldo a utilisé le nom italien Capella di Mare. On appelle les méduses en italien. Et donc elle est là en chapeau au-dessus de la tête. Et si vous regardez bien, vous avez tous les groupes. Ici il y a un ver, ici il doit y avoir l'étoile de mer, les crustacés ici, les mollusques, enfin bref, ici sont tous. Vous pouvez regarder. Et qu'est-ce que c'est quand on fait la liste entre méduse et homme? C'est une représentation de l'évolution. Donc l'idée que nous avons, nous, naturalistes, c'est de montrer que déjà à cette époque, on est au début de la Renaissance, et c'est très important parce que c'est une période charnière, et c'est une période où ces idées d'évolution vont commencer à apparaître. Si on relit les textes de Rondelet, de Rabelais, on sent bien que derrière, il y a des notions d'évolution qui apparaissent, et là, je crois que cette représentation
d'Archiboldo devrait figurer sur toutes les premières pages des ouvrages sur l'évolution. On est quand même 3 siècles avant Darwin, 2 siècles et demi avant Lamarck, et cette notion va progressivement faire son chemin. Vous savez que Diderot va reprendre cette idée en disant tous les êtres circulent les uns dans les autres, tout animal est plus ou moins homme, et vous avez là l'expression tout animal est plus ou moins homme. Et je trouve ça très beau. Donc, c'est cette idée d'évolution qu'on retrouve dans le fameux vitrail de la Maison des Océans à Paris. Ce vitrail est absolument merveilleux parce qu'on a l'impression d'un aquarium avec les reflets du soleil derrière. Donc c'était la vitre du salon d'honneur du premier directeur, et maintenant c'est un espace de la bibliothèque de l'Institut océanographique. Alors, vous reconnaissez tous les dessins de Haeckel, là, c'est vraiment du Haeckel dans toute sa splendeur. Et l'idée de Haeckel, l'idée première de Haeckel dans sa démonstration sur l'évolution, c'était de reprendre les idées de Lamarck et de Geoffroy Saint-Hilaire, d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, et il se situe dans cette mouvance, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit l'évolution? C'est la symétrie, c'est le plan d'organisation du corps. Qu'est-ce que c'est que le plan de symétrie? C'est ce qui compose le corps, et c'est ce qui justifie qu'ensuite ce plan de symétrie nous permet de regrouper les organismes dans des boîtes, la boîte méduse, la boîte échinoderme, la boîte crustacée, et c'est à partir de ce plan qu'on fait cette distinction. Eh bien, ici, vous avez les plans de symétrie. Alors, les plans de symétrie, il faut que je les retrouve. Voilà, ici, 1, c'est les radiolaires. Après, 2, évidemment, ce sont les poissons, la même symétrie que la nôtre, bilatérale. Hein. Ensuite, 4, ce sont les méduses. Ici, vous avez la symétrie 4 à l'intérieur de la méduse, là. 6, avec les acidies. 5, j'ai oublié 5, pardon. Voilà, les 5, c'est les échinodermes, on les a là. Ma flèche, j'ai perdu ma flèche. Ici, il y en a un autre par là, je crois. Voilà, ici. Voilà, les échinodermes, c'est une symétrie 5. 6, c'est les acidies. Et l'apothéose du milieu, là, avec 4, 8 gonades, 12 groupes de tentacules et 16 bandes musculaires, c'est-à-dire symétrie 4, mais démultipliée à chaque verticille d'organe. Donc vous avez ici la démonstration de ce que c'est qu'un plan de symétrie, et c'est un peu ce que Haeckel reprend de la fameuse phrase de Galilée, la nature est écrite en termes mathématiques. Et là, on a une superbe démonstration de ce texte de Galilée. Alors la deuxième chose qui est fondamentale aussi dans cette représentation, c'est non seulement l'évolution à l'intérieur des océans, mais à un moment donné, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent de l'océan, il faut qu'ils sortent des eaux pour aller conquérir la Terre. Donc cette notion de sortie de l'eau, c'est quelque chose qu'on arrive très très peu à montrer. Or là, avec 2 illustrations, le prince a choisi, alors ma flèche, excusez-moi, mais je ne suis pas douée. Hein. Bon, en tout cas, voilà, ici, vous avez un animal qui s'appelle une porpite, c'est un stade un peu différent de celui-ci. Celui-ci, c'est la face inférieure, celui-ci, c'est la face supérieure. Les porpites sont des organismes qui vivent à la surface de l'eau. Je vous ai dit qu'ils étaient bleus. En haut, il y a une sorte de voûte qui est percée avec des canaux, qu'on appelle des canaux aérifères. Et donc, c'est une des premières possibilités de respirer avec de l'air. La deuxième, c'est le poisson volant qui est là, qui est capable de planer sur plus de 100 mètres. Et lui aussi, c'est une possibilité de sortir de l'eau pour un poisson. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il soit dans le registre supérieur du vitrail. La deuxième chose, alors il faut que je retrouve ma bête, la voilà. Ici, vous avez un fossile d'échinoderme.
Voilà la planche, vous l'avez vu déjà tout à l'heure. Le fossile d'Echinoderme, c'est celui-ci, Pleurocystis. Il est là. Or, vous voyez qu'il est bilatéral par rapport, ce qui est différent de la symétrie 5 des échinodermes dont je vous ai déjà parlé. Or, les larves d'échinodermes que Haeckel fait figurer sur la même planche, hein, quand même, c'est pas par hasard, il fait figurer sur la même planche les larves et le fossile. Or, on a là la démonstration de sa fameuse loi biogénétique, l'ontogénie, c'est-à-dire le développement des larves, va reproduire la phylogénie, le développement des fossiles. Donc c'est absolument extraordinaire et c'est pour ça que j'ai appelé ce vitrail de la Maison des Océans un hymne à l'évolution, parce que tous les thèmes de l'évolution sont présents dans ce fameux vitrail. Alors évolution toujours, et là c'est absolument extraordinaire, vous l'avez déjà vu, cette méduse Floscula prometea, c'est-à-dire que Haeckel associe le nom de la méduse à Prométhée, qui est le premier homme dans la mythologie grecque. C'est le premier personnage humain qui apparaît dans la mythologie grecque. Et là, Haeckel fait le rapprochement Floscula prometea. Elle figure dans les caissons de la salle de conférence du musée, qui est aussi une merveille, puisqu'on disait à l'époque que c'était la plus belle salle de conférence du monde. Donc voilà cette méduse Floscula prometea. Et vous savez que les méduses, vous les retrouvez ici, autour de la porte. Les méduses ont une connotation particulière à la fois pour Haeckel et pour le prince. Pour Haeckel, c'est le premier animal qu'il voit lorsqu'il arrive à Helgoland. Vous savez qu'il est allé à Helgoland, je crois que c'est en 1854, il me semble, avec Johannes Müller. Il se penche, il voit la mer pour la première fois, il se penche, et qu'est-ce qu'il voit? Deux méduses. Donc il va les étudier plus tard, mais la méduse va lui rester dans la tête. Pour le prince Albert Ier de Monaco, quand il fait ses deux premières campagnes, il est entouré par un banc de méduses Pelagia noctiluca, qui est la fameuse méduse qu'on voit partout en Méditerranée. Mais là, il est aux Açores et il est quand même envahi par des méduses Pelagia noctiluca. Donc cette idée de méduse comme choc pour aborder l'océanographie va rester dans l'esprit du prince, et il va choisir les méduses pour sa porte. Alors je ne vous fais pas le dessin aussi, je ne vous raconte pas non plus ce que c'est la porte dans les rites de passage, mais vous savez très bien qu'à partir du moment où on passe la porte, on va vers quelque chose de la connaissance, de tout ce que vous voudrez, et là c'est l'ouverture sur la connaissance, évidemment la connaissance de l'océanographie. Alors les deux lustres, vous les connaissez, vous les avez déjà amplement vus, et je vais terminer sur une histoire, sur une très jolie histoire. C'est mon histoire d'amour que j'aime beaucoup, que tout le monde, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas voilà l'histoire. Le lustre est dédié à Frida von Hülser-Gleichen. C'est une jeune baronne qui s'est entichée de sciences naturelles, d'animaux marins, mais Ernst Haeckel s'est aussi entiché d'elle. Or, elle meurt en 1903 et le malheureux Haeckel est bien inconsolable. Or, dans son salon d'honneur, le prince va associer le lustre dédié à Frida avec le radiolaire que vous avez déjà vu, qui est dédié à Haeckel et qui s'appelle Haeckeliana. Et on voit là l'association que le prince a faite pour l'éternité entre Haeckel et Frida. Et je trouve cette histoire merveilleuse. Voilà, alors c'était mon exposé, je vais m'arrêter là. Mais comme on m'a demandé de vous dire un mot sur les méduses, je vais improviser un peu, donc vous allez voir, je vais divaguer parce que c'est le mot, pour vous expliquer un peu en quoi Haeckel est important dans les études sur les méduses. Alors, il raconte, il fait d'ailleurs des séjours à Villefranche où il décrit des espèces
nouvelle. Et puis, un beau jour, il revient à Paris, alors je crois que c'est en 1888, quelque chose comme ça. En fait, c'est juste avant la publication du système d'Hermédusson. Juste avant, il avait déjà écrit son livre en entier. Il avait écrit ce qu'il a appelé plus tard un prodrome. Et il vient à Paris, à la bibliothèque du Muséum. Il rencontre Théodore Ami, qui est un archiviste et qui est aussi un grand personnage pour le Muséum, anthropologue surtout. Et Ami lui montre les richesses du Muséum. Et dans les richesses du Muséum, il y a les cartons de François Péron et Charles-Alexandre Le Sueur. Alors, qui sont ces deux personnages? Ils ont participé à une expédition de Nicolas Baudin entre 1800 et 1804 autour de l'Australie. Ils ont découvert des trucs extraordinaires et en particulier, ils ont travaillé sur les méduses. Ils ont fait une analyse des méduses qui est la première monographie avec 79 méduses. Et là aussi, je rejoins ce que vous avez dit, une étude des noms des méduses est extraordinaire parce que Péron va dire à un moment donné, à l'époque, il n'y avait qu'un seul genre, le genre Médusa créé par Linné. Alors Médusa, c'est à cause des serpents dans la tête de la Gorgone. Donc il n'y avait qu'un genre, le genre Médusa. Et quand il a 79 échantillons différents, Péron s'aperçoit qu'il ne peut pas garder ce mot. Parce que c'est trop compliqué. Donc il va inventer des noms pour ces méduses. On est dans la période juste après la Révolution. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a une tendance au retour de la mythologie. Vous regardez les noms, il y a 25% du nom des enfants qui sont des noms de déesses de la mythologie, de déesses et de dieux de la mythologie. Donc Péron va puiser dans le répertoire de l'histoire de Méduse. C'est absolument merveilleux. Si vous faites l'analyse des Méduses, vous avez la mythologie. D'ailleurs, on l'a fait puisqu'on a fait une exposition là-dessus. Alors donc, vous regardez les noms des Méduses, il y a une fameuse Gérionia qui est dédiée à Gérion. Gérion, c'est le géant qui a 6 bras. Gérionia a 6 tentacules. Chrysaora, c'est le grand géant qui naît avec une épée d'or dans la main. Et la méduse Chrysaora que vous avez vue, elle a des rayons d'or sur l'ombrelle. Et tout est comme ça. Et vous allez dans les noms des méduses, vous retrouvez la mythologie. Donc c'est ce que je me suis amusée à faire. Ça fait une très jolie exposition et je peux vous dire que les enfants ont adoré. Donc voilà la première histoire des méduses et c'est pour ça que pour nous, Haeckel est incontournable parce que c'est le deuxième à avoir retrouvé, il a retrouvé tous les textes de Péron, il a retrouvé les dessins de Le Sueur, et quand vous voyez les planches de Haeckel, il s'est inspiré des planches de Le Sueur. Hein. Donc il n'a pas inventé. Et comme je défends beaucoup bec et ongle Péron et Le Sueur, je vous assure qu'il faut revoir les dessins de Haeckel avec la comparaison avec les planches de Le Sueur qui ont été publiées, mais enfin bon. Et c'est là qu'on voit qu'il y a réellement association entre les deux. Et Haeckel va avoir une telle admiration pour ce texte qu'il va remettre tous les noms des méduses choisis par Péron. Alors qu'ils étaient tombés en désuétude, qu'après la Restauration, on avait éliminé tous ces travaux qui avaient été faits sous Napoléon, on voit revenir à ce moment-là, grâce à Haeckel, la nomenclature de Péron. Donc c'est ça qui est important. Pour nous, c'est cette restitution par Haeckel des noms de François Péron. Et Le Sueur, évidemment, dans les dessins. Bon, alors ça, c'était la première idée. La deuxième, pourquoi les méduses sont si importantes en ce moment? Alors là aussi, on en a fait un ouvrage avec l'Institut océanographique et M. Calcagno, qui s'appelle « Les méduses à la conquête des océans ». C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de méduses dans les océans, et c'est ce qu'on a appelé la gélification des océans, c'est-à-dire acidification, gélification, vous voyez bien que l'océan se transforme. Et on s'est posé la question pourquoi les méduses sont si abondantes. Donc on a pris
on a fait des analyses sur toutes les zones où les méduses étaient très abondantes, ou proliféraient, et on a plusieurs raisons. La première, en Méditerranée, quand on a travaillé sur le système de la Méditerranée, on s'est aperçu que c'était le changement climatique avec augmentation de la température de la Méditerranée. Elle a quand même pris 1 degré. 1 degré, c'est beaucoup. Ce qui veut dire que les méduses ont plus de temps pour se reproduire, ce qui fait plus chaud. Donc ça explique l'abondance de Pelagia noctiluca en ce moment, et finalement tellement abondante qu'elle est arrivée à rester toute l'année. Donc avant, on avait des petites périodes où on était tranquille, mais non, maintenant c'est toute l'année. Un deuxième endroit, c'est en Namibie. On a travaillé sur la situation en Namibie, où il ne reste plus que des méduses, alors que c'était la région la plus riche de cette côte ouest africaine. Et là, c'est la surpêche. C'est-à-dire que quand vous enlevez le maximum d'animaux, comme on a enlevé les poissons, ben, qu'est-ce qui reste à la fin? Des animaux très opportunistes, comme les méduses, qui vont se développer d'une façon extrêmement rapide et qui envahissent toute la zone océanique. Envahissent, et non seulement envahissent, mais elles mangent. Elles mangent ce qui reste. Donc elles mangent tout. Et on se retrouve maintenant avec une zone de méduses sur la côte africaine, alors que c'était un endroit extrêmement riche. Donc voilà, c'est là qu'on voit qu'on a une distorsion, et que les méduses, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler les sentinelles de l'océan. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Merci.